thousands of new pages past the deadline. We have covered the illegal cover-up since most documents have not been met by the deadline. But what we have now are new emails, investigator notes, new witness accounts, as well as material that goes well beyond some of what was in the DOJ's first release. Before we get into any of the context and the wider legal ramifications, let me tell you highlights of what are in these files. New flight records, newly revealed prosecutor notes, documentation of Donald Trump traveling with Epstein. Certains événements ne font pas scandale immédiatement, mais révèlent les zones d'ombre d'un système qui semblait déjà bien connu. En décembre 2025, une vidéo publiée de manière indépendante par un ancien membre du jury des concours Miss USA et Miss Teen USA a ravivé une tension institutionnelle latente depuis des années. Le contenu de l'enregistrement est direct, mais modérément contrôlé. L'homme se présente comme Steve, dit avoir été membre du jury lors de plusieurs éditions des concours organisés par Donald Trump et affirme que le véritable angle mort des enquêtes sur Trump et Jeffrey Epstein ne se trouve pas dans les archives divulguées, mais dans les coulisses de ces événements qui, pendant des décennies, ont fonctionné sous le couvert de la normalité. L'enregistrement ne présente ni preuves, ni nouveaux documents, mais acquiert un poids institutionnel en raison du contexte et des noms cités. Sans changer de ton, Steve déclare que le système a perdu du temps à chercher au mauvais endroit et que des personnalités médiatiques telles que Billy Bush et Nancy O'Dell seraient plus proches de l'origine des événements qu'on ne le pense. Il n'y a pas d'accusation directe, mais la suggestion que les concours ont servi d'interface entre les célébrités, les entrepreneurs et les structures non réglementées impose un nouveau niveau d'attention à ce qui était auparavant considéré comme une simple excentricité de l'époque. L'impact de l'épisode ne s'est pas limité à l'enregistrement publié. Le simple fait d'associer des personnalités publiques à un contexte déjà entaché par des accusations antérieures a provoqué des réactions dans les coulisses de la presse et dans les cercles d'enquêteurs indépendants. La mention de Billy Bush renvoie automatiquement à l'enregistrement de 2005, diffusé pendant la campagne électorale de 2016, dans lequel Donald Trump décrit des approches sexuelles avec une absence totale d'inhibition. L'extrait, enregistré dans les coulisses de l'émission Access Hollywood, est devenu l'un des moments les plus emblématiques de la campagne présidentielle de cette année-là. Ce qui attire désormais l'attention, c'est que, selon Steve, ce même Billy Bush aurait également participé activement au concours organisé par Trump. L'imbrication des contextes ne constitue pas en soi une preuve de comportement illégal, mais soulève la question du type de relation qui existait entre les présentateurs, les jurés et les organisateurs de ces événements, d'autant plus qu'on sait qu'ils impliquaient des candidates proches de l'âge de la minorité. Nancy O'Dell, une autre personnalité mentionnée par Steve, apparaît également dans l'enregistrement de 2005 comme cible des commentaires de Trump. À l'époque, les propos du candidat avaient été minimisés par ses alliés, qui les avaient qualifiés de « conversations de vestiaire ». Mais face à cette nouvelle déclaration, la récurrence des mêmes noms dans des épisodes distincts nécessite une analyse plus approfondie. La superposition de personnages au fil des décennies dans des espaces qui mêlent exposition médiatique, pouvoir économique et absence de réglementation formelle met en lumière un schéma qui, jusqu'à présent, était resté en marge des enquêtes officielles. Ce que Steve propose n'est pas une dénonciation au sens technique du terme, mais un appel voilé à revisiter le passé avec un autre regard. Il ne s'agit pas seulement de ce qui a été dit ou fait, mais aussi de l'endroit où cela a été permis et sous quelle structure de commodité institutionnelle. L'élément qui rend le discours de Steve le plus tendu est précisément son refus d'entrer dans les détails. Il affirme qu'il ne commentera plus le sujet, qu'il ne donnera pas d'interview et qu'il craint les conséquences. Ce refus s'ajoute à la stratégie consistant à indiquer des pistes à la presse plutôt que de présenter des preuves directes. La combinaison de la réserve et de la suggestion crée un champ d'attente qui déplace le centre du récit vers le système qui, pendant des décennies, a coexisté avec ces événements sans remise en question publique.
Le fait que les concours aient été organisés pendant des années avec une large couverture télévisée, une large participation de personnalités publiques et peu de supervision institutionnelle élargit la zone d'intérêt de l'enquête. Même si rien de ce qui a été dit ne constitue une plainte officielle, le scénario décrit soulève déjà des questions sur le degré de proximité entre le divertissement de masse et les structures qui échappaient au regard régulateur de l'État. C'est en ce sens que cet épisode s'éloigne des théories du complot et se rapproche d'une analyse institutionnelle plus complexe, en refusant de fournir de nouvelles informations et en attirant l'attention sur des éléments déjà publics, mais peut-être négligés. Steve suggère que les réponses ne se trouvent pas dans des documents secrets, mais dans un examen plus attentif des structures déjà connues. La participation même de Donald Trump à des concours avec des candidates adolescentes a été documentée à différentes occasions, comme en 1991, lorsqu'il a été membre du jury d'un événement organisé par Elite Model Management. La mention de cet épisode, rappelée par des médias indépendants après le discours de Steve, a relancé les débats sur le type d'environnement institutionnel qui permettait de telles interactions sans protocole clair de protection des participantes. Ce qui était auparavant considéré comme une curiosité historique revient aujourd'hui comme une possible faille institutionnelle. C'est dans cette ambiguïté que se construit la tension centrale de l'épisode. La distance entre ce qui est documenté You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an... en public sous un nouveau jour et provoque un malaise narratif qui tend à s'amplifier dans les prochains cycles de couverture médiatique. La vidéo ne s'appuie pas sur des images percutantes, ni sur des révélations inédites, mais sur des liens déjà visibles qui ont peut-être été sous-estimés par la logique fragmentée de l'enquête journalistique récente. Ce qui est révélé au fond, ce n'est pas seulement le contenu de ce qui a été dit, mais le silence persistant autour de ce qui n'a jamais été suffisamment approfondi. C'est précisément cette capacité à rassembler des éléments dispersés et à contextualiser les événements qui confère à cette chaîne sa pertinence. En suivant avec rigueur éditoriale les signaux émis par le système, même lorsqu'ils sont discrets, nous continuons à élargir l'horizon de l'analyse, non pas pour anticiper les conclusions, mais pour maintenir le débat informé et connecté à la réalité institutionnelle. C'est dans ce contexte que la réévaluation du rôle institutionnel des concours de beauté organisés par Donald Trump nécessite un examen plus technique de l'absence de supervision adéquate par les organismes de réglementation tout au long de leur existence. Les concours Miss USA et Miss Teen USA ont fonctionné pendant des décennies avec une grande visibilité, mais avec très peu de mécanismes formels de contrôle en coulisses, en particulier en ce qui concerne la participation des mineurs. La structure était privée, de nature commerciale, mais elle avait accès à un univers d'exposition publique dont la vulnérabilité a rarement été discutée par les instances juridiques ou parlementaires. Au cours des années 1990 et 2000, il n'y a aucune trace de commission d'enquête ou de projet de réglementation visant à examiner les procédures adoptées pour ce type d'événement. Cette lacune institutionnelle ne se limite pas à l'univers des concours. Elle se manifeste comme le reflet d'un modèle plus large, celui d'environnements à haut prestige social fonctionnant en marge des règles de protection de base, sous prétexte qu'ils appartiennent au domaine du divertissement ou de l'initiative privée. À partir de là, il devient pertinent d'observer comment ce vide en matière de contrôle coïncide avec la trajectoire publique de personnalités telles que Jeffrey Epstein, dont les réseaux de trafic et de manipulation sexuelle ont prospéré sous l'apparence d'une respectabilité entrepreneuriale et philanthropique. Tout comme dans les concours, les activités d'Epstein se déroulaient dans des cercles où le prestige et l'informalité institutionnelle allaient de pair. C'est précisément la similitude des contextes, plus que la connexion personnelle directe, qui réintroduit la nécessité d'examiner les concours dans le cadre d'une logique systémique. Le système juridique américain dispose de lois spécifiques pour la protection des enfants et des adolescents, y compris dans les environnements de travail artistique et publicitaire. Mais l'application de ces normes dans les concours de beauté, en particulier ceux organisés par de grands entrepreneurs ayant une influence politique,
c'est toujours fait de manière dispersée et non systématique. Le cas de Miss Teen USA, par exemple, a rarement été abordé lors d'audiences publiques ou d'enquêtes législatives, même si des rapports anciens indiquaient que les candidates étaient exposées à des situations qui seraient aujourd'hui considérées comme inacceptables. Cette convergence aide à comprendre pourquoi la vidéo de Steve, même sans présenter de preuves, a suscité l'inquiétude. Elle s'inscrit dans un contexte plus large de dénonciation dont la crédibilité institutionnelle n'a jamais été complètement évaluée en raison d'un manque de traction juridique, d'une absence de témoignages formels ou d'un manque d'intérêt politique. La figure de Donald Trump, avec sa capacité à passer du monde des affaires à celui des médias et de la politique, a servi de bouclier institutionnel pendant des décennies. Jusqu'à son entrée en politique, les critiques à l'égard de son comportement dans des environnements tels que les concours étaient souvent interprétées comme non pertinentes ou exagérées. Cependant, des documents ultérieurs, notamment des témoignages sous serment, des enquêtes journalistiques et des procédures civiles, ont démontré que certains comportements rapportés dans le passé étaient plus graves qu'on ne le pensait. Ce décalage entre l'apparence d'irrélevance et la cohérence ultérieure des allégations est en partie ce qui rend le sujet encore sensible d'un point de vue institutionnel. Le fonctionnement du système juridique dans les affaires impliquant des personnalités publiques de haut rang est également une variable centrale dans cette analyse. Le modèle de réaction tardive de la part des procureurs, des commissions législatives ou des conseils d'éthique lorsque le sujet concerne le divertissement de masse se répète dans plusieurs épisodes. La difficulté à rassembler des preuves formelles associées à la crainte de représailles ou à la dévalorisation des plaintes crée un cycle de silence qui n'est rompu que lorsque les accusations prennent une dimension publique, souvent trop tard pour permettre une responsabilisation effective. Cette asymétrie entre le temps de la victime et le temps de l'institution est l'un des grands défis du système. Dans le cas des concours organisés par Trump, aucune initiative législative ou institutionnelle n'a été proposée à ce jour, même rétrospectivement, pour ouvrir une enquête spécifique sur les pratiques adoptées lors de ces événements. L'absence de réaction institutionnelle systématique face à des structures qui exposaient des adolescentes à une intense visibilité publique soulève une question plus large sur les limites de l'autonomie privée dans des événements ayant des implications sociales importantes. Si d'une part, l'organisation de concours de beauté peut être considérée comme une initiative privée, d'autre part, la présence de mineurs, la monétisation de l'image des adolescents et l'historique des plaintes concernant des coulisses sans supervision indiquent la nécessité d'envisager des mécanismes de contrôle plus rigoureux. On constate cependant que le système a mis du temps à reconnaître ces environnements comme des espaces à risque potentiel. Ce retard a créé un vide qui refait aujourd'hui surface par bribes, réactivé par des déclarations telles que celles de Steve et par la réapparition de documents publics qui étaient passés inaperçus pendant des décennies. Même des personnalités largement connues, telles que John Casablancas et Gérald Marie, associés à des dénonciations dans l'industrie de la mode, ont longtemps conservé leur statut de respectabilité sociale. La cohabitation répétée de Trump avec ces personnalités lors d'événements publics documentés, bien qu'elle ne prouve pas leur participation à des crimes, devient une variable pertinente lorsqu'elle est ajoutée à d'autres éléments contextuels. C'est précisément l'absence d'enquête sur ce modèle de cohabitation institutionnelle qui rend le sujet encore inachevé. Il ne s'agit pas d'attribuer la culpabilité par association, mais de reconnaître que, dans certaines structures, le silence institutionnel peut fonctionner comme une forme indirecte de validation. C'est là que la couverture journalistique, engagée dans le contexte, joue un rôle fondamental. La capacité à croiser des événements historiques, à examiner des modèles institutionnels et à identifier des zones qui permettent de traiter en profondeur des sujets initialement considérés comme non pertinents. Dans un contexte de surcharge d'informations et de disputes narratives intenses, l'analyse continue et connectée aux registres institutionnels prend une valeur stratégique non seulement pour clarifier des épisodes isolés, mais aussi pour identifier les failles structurelles qui affectent la crédibilité des institutions à long terme.
C'est pourquoi des espaces, tels que cette chaîne, se proposent de maintenir un suivi éditorial continu, axé sur la construction d'une mémoire institutionnelle critique et contextualisée. Plus qu'anticiper les résultats, il s'agit de comprendre les mécanismes qui soutiennent ou font taire certaines narrations au fil du temps, et d'observer attentivement les points où le système commence, même lentement, à réagir. À partir des documents encore disponibles, le débat sur le poids institutionnel des concours Miss USA et Miss Teen USA en tant que milieu potentiellement fragile sur le plan réglementaire reste ouvert, sans conclusion définitive. Les experts en droit spécialisés dans la protection des enfants et des adolescents restent divisés quant à la possibilité d'appliquer rétroactivement les normes en vigueur pendant la période analysée, en particulier en ce qui concerne la présence de jeunes dans des contextes de grande exposition publique, sans accompagnement technique adéquat ni garantie cohérente de préservation psychologique. Certains juristes soutiennent que bien que la consolidation la plus complète de la législation fédérale sur la protection des enfants et des adolescents ait eu lieu principalement au cours des décennies suivantes, il existait déjà, dans les années 1990, des instruments juridiques permettant d'établir des responsabilités à condition que des abus concrets puissent être prouvés. D'autres, cependant, soulignent que l'absence de plaintes officielles à cette époque impose des restrictions structurelles au fonctionnement du système juridique et que les tentatives de réévaluation fondées exclusivement sur des critères contemporains peuvent entrer en conflit avec des principes tels que le droit à un procès équitable et les délais de prescription. Il existe également des interprétations divergentes quant à la fonction de ces concours dans le contexte médiatique et entrepreneurial de l'époque. Pour certains analystes, il s'agissait de plateformes de projection publique et d'insertion professionnelle pour les jeunes intéressés par une carrière dans le divertissement et la mode. Pour d'autres, l'absence de protocole de protection efficace, ajoutée à la présence de personnalités publiques associées à des antécédents controversés, plaçait ces événements dans une zone ambiguë entre divertissement légitime et pratiques potentiellement abusives. Cette absence de consensus ne se limite pas au domaine juridique, mais révèle un débat plus profond sur les limites de la responsabilité institutionnelle dans des environnements privés qui bénéficient d'une grande visibilité publique. Même parmi les organismes fédéraux de contrôle, tels que la Federal Trade Commission et le Department of Labor, il existe des divergences quant à la classification juridique de ces concours, qu'il s'agisse d'espaces de travail ou d'initiatives promotionnelles, ce qui affecte directement la possibilité d'intervention ultérieure. Du point de vue de l'analyse politique, le sujet est interprété comme faisant partie d'un débat plus large sur l'intégrité institutionnelle. La présence récurrente de Donald Trump dans des structures d'entreprise caractérisées par un faible niveau de surveillance n'est pas une nouveauté, mais elle est désormais observée sous un angle nouveau, à mesure que des éléments indiquant la normalisation de ce modèle au cours de plusieurs décennies apparaissent. La discussion ne se limite pas au comportement d'un individu en particulier, mais porte sur la manière dont le système dans son ensemble, y compris la presse, les agences de régulation et les acteurs politiques, a coexisté avec ces structures sans soulever de questions cohérentes ni promouvoir de réformes efficaces. Pour les analystes de la gouvernance publique, l'essentiel n'est pas seulement d'attribuer des responsabilités individuelles pour des événements passés, mais de comprendre pourquoi certains environnements sont restés si longtemps hors du radar institutionnel. À l'heure actuelle, le débat se concentre sur la possibilité que les structures associées aux concours liés à Trump soient analysées, même tardivement, comme référence pour l'élaboration de protocoles réglementaires plus clairs. Certains experts préconisent que le Congrès organise des audiences thématiques sur l'exposition des mineurs lors d'événements privés largement diffusés dans le domaine public, non pas dans le but d'imposer des sanctions rétroactives, mais pour identifier les lacunes réglementaires et proposer des mesures préventives. D'autres estiment que l'accent devrait être mis sur la responsabilité juridique d'individus spécifiques, dès lors que des preuves concrètes de comportements illégaux apparaissent. Cette divergence d'approche reflète les tensions inhérentes à un système qui doit à la fois analyser le passé
et prévenir les vulnérabilités futures. À ce jour, les prochaines étapes institutionnelles ne sont pas encore clairement définies. Les déclarations attribuées à Steve, bien que limitées dans leur portée, ont provoqué une réorganisation des intérêts d'enquête. Les médias indépendants ont déjà commencé à rechercher des archives liées aux noms cités, tandis que des analystes suivent de près les éventuels mouvements en coulisses des organismes de réglementation et dans le milieu législatif. La présence de personnalités telles que Billy Bush et Nancy O'Dell dans les archives historiques de ces concours peut servir de point de départ à des enquêtes plus approfondies, mais toute avancée dépendra de la volonté des acteurs institutionnels de mener des enquêtes qui, pour l'instant, restent au stade des hypothèses et des reconstructions éditoriales. La complexité du sujet découle de la superposition des dimensions juridiques, médiatiques et sociales. Donald Trump, qui occupe depuis des décennies différents espaces de visibilité et d'influence, agit comme un catalyseur d'un débat qui dépasse sa trajectoire individuelle et touche des structures plus larges du système. L'enjeu n'est pas seulement de faire la lumière sur des événements passés, mais aussi de permettre aux institutions de reconnaître et de tirer les leçons de leur propre silence. C'est dans cet intervalle entre ce qui a été révélé et ce qui n'a pas été enquêté que se mesure la solidité des démocraties matures, non seulement par leur volonté de punir, mais aussi par leur capacité à identifier les failles de leurs mécanismes de protection. C'est pourquoi un suivi continu, attentif et éditorialement engagé dans le contexte reste indispensable. Sur cette chaîne, nous continuons à analyser ces zones de silence institutionnel avec la responsabilité de ceux qui comprennent que certains épisodes ne se terminent pas avec l'absence immédiate de preuves, mais restent pertinents tant qu'ils ne sont pas pleinement compris.